Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur RTI1 pour un nouveau numéro du Club de la Presse, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Cette semaine encore, l'actualité est particulièrement dense et soulève de nombreuses interrogations, tant sur le plan politique que sociétal. Au sommaire de ce numéro, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP sévit. Le directoire du parti au pouvoir sanctionne plusieurs de ses cadres qualifiés de frondeurs après les élections législatives de décembre 2025, une décision qui relance le débat sur la discipline interne et la démocratie au sein des partis politiques. Au PPACI, la fête de la Renaissance 2026 du parti de Laurent Gbagbo prévue en mai prochain suscite interrogations et analyses. S'agit-il d'une simple mobilisation militante ou d'un véritable tournant stratégique à l'approche des échéances futures? Réponse au plus loin dans cette édition. Et enfin, sur le plan international, la reconnaissance de l'esclavage comme le plus grand crime contre l'humanité. Une avancée symbolique majeure, mais quelle implication concrète pour l'Afrique? Pour en débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Eric Bayala, journaliste et chroniqueur habitué des grands plateaux de débat. Bonsoir Eric Bayala. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Claver Oula, vous êtes journaliste et éditorialiste à Le Panafricain. Bonsoir. Bonsoir, cher confrère. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Merci. Victor Junior Djokoui, journaliste spécialiste des questions économiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et enfin, Lancine Bakayoko, journaliste et chef du service économie à la rédaction de RTI1. Bonsoir Lancine Bakayoko. Bonsoir, merci lui. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, générique. Nous entrons dans le vif du tout premier sujet avec cette actualité politique majeure. Le directoire du RHDP a récemment pris des sanctions contre plusieurs de ses membres accusés d'indiscipline lors des législatives de décembre 2025, notamment les candidatures indépendantes ou contestation des investitures officielles. Une décision qui suscite de nombreuses réactions, dont celle de notre reporter Davis Oyo. Juste après, on se retrouve. La sanction contre les indisciplinés du RHDP lors des élections législatives du 27 décembre 2026 se précise. Le directoire du parti adopte une politique de tolérance zéro contre les militants frondeurs. Décision prise le mardi 24 mars à l'occasion de la 32e séance de travail au siège du RHDP sous la présidence du haut représentant du président de la République, Gilbert Kone Kafana. 176 membres sont dans le viseur, 5 coordonnateurs régionaux et adjoints, 2 secrétaires nationaux, 29 secrétaires départementaux, 7 secrétaires de zone, 5 secrétaires de section, 29 membres de bureaux politiques locaux et 99 militants de base. En plus, une enquête interne ordonnée par le secrétaire exécutif du parti est en cours afin d'identifier d'éventuels soutiens internes ayant facilité ou encouragé ces candidatures dissidentes. Face à ces actes jugés contraires à la ligne du parti, le principe de sanction a été acté, mais leur nature et leur portée seront soumises à la validation du président avant la publication officielle. La décision du directoire du RHDP peut-elle avoir des conséquences au sein du parti au pouvoir? Retour sur le plateau du Club de la Presse, messieurs. Aussi loin qu'on se souvienne, le RHDP n'avait jamais été aussi dur avec ses militants. Comment vous analysez cette décision, Claver Oula? J'analyse cette décision sous le prisme de la volonté du RHDP de mettre ses militants en ordre de bataille et de rechercher l'unité, la solidarité, de donner l'exemple à tous les Ivoiriens, de donner l'exemple aux autres partis politiques et de faire en sorte que, étant le parti qui est au pouvoir, il puisse avoir en son sein une certaine discipline. Mais ce que je note déjà, c'est que ce que le RHDP traverse, tous les autres partis le traversent. C'est pas
au RHDP seulement. En Côte d'Ivoire, comme au-delà de la Côte d'Ivoire, dans tous les autres partis, il y a des indisciplinés. Et donc, la question fondamentale qu'il faut poser ici, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des indisciplinés. Et je reviens au RHDP plus précisément. C'est la question des choix des différents candidats. La question de l'entente au niveau des autres cadres. Parce que vous êtes sans ignorer que, étant au pouvoir, chaque cadre de ce parti cherche son positionnement, veut taper à l'œil du président de la République, veut taper à l'œil du Premier ministre, veut démontrer que dans sa région, lui aussi, il glane des militants, qu'il est populaire. Et donc, si au niveau local, le choix n'est pas fait conformément à la volonté des populations, et c'est clair qu'il y aura cette mésentente, il faut mettre sur pied un instrument de mesure. Quand je parle d'instrument de mesure, je veux parler de possibilités au niveau local d'amener les militants eux-mêmes à choisir le leader qu'ils veulent, le leader qu'il faut. Vous parlez d'instauration de sorte de primaire. Voilà, il ne faudrait pas que le choix vienne du sommet s'imposer aux militants. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à tout ce qui arrive, à la présence des indisciplinés, la présence d'une sorte de rébellion, les mésententes. Il faudrait que les militants qui doivent être, les candidats qui doivent être choisis soient les candidats selon la volonté de la population. D'accord. Eric Bayala, est-ce que ce choix du RHDP est-il politiquement utile ou il va créer d'autres choses dans le parti? Oui, d'abord, moi je pense que c'est une action salutaire parce que quand on veut construire un grand parti politique, il faut d'abord miser sur un personnel politique qui soit discipliné. Parce que un parti politique, d'abord, est cette formation-là qui obéit à une vision. Et cette vision est incarnée par le président de ce parti. Et donc, dans le casting des personnes qui doivent, de façon locale, participer à la mise en œuvre de la vision et de la politique de ce parti, doivent obéir à une discipline. Parce que toutes les possibilités en politique ne sont pas forcément des opportunités. Ce n'est pas parce que je pense pouvoir être un bon profil pour candidater à un poste électif local que je dois m'engager au détriment de mon parti politique. Parce qu'après, quand vous êtes candidat, vous êtes investi par le parti politique. C'est le parti politique qui vous donne caution et engage donc les militants à vous suivre. Et quand le RHDP décide de sanctionner tous ceux qui ont posé un acte manqué en n'ayant pas observé cette discipline à l'intérieur du parti, pour moi, c'est une action salvatrice et cela découle d'une suite logique des faits. D'abord, les candidats avaient été prévenus de ce qu'il devrait avoir une tolérance zéro pour les candidats indépendants. Mais quand vous lisez même le procès, le compte-rendu de la réunion, le parti ne s'arrête pas seulement à sanctionner tous ceux et celles qui ont fait acte de candidature, mais une enquête à l'intérieur... Aussi les soutiens de ces personnes-là, éventuellement. Soutien, toutes les personnes qui ont suscité ces candidatures-là, toutes ces personnes-là doivent être sanctionnées. Parce que cela participe de ce que, quand on veut construire un grand parti, il faut déjà savoir mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir déjà apporter cette discipline à l'intérieur du parti, de sorte à ce que, quand vous décidez de militer dans ce parti, vous devrez connaître non seulement vos devoirs vis-à-vis de ce parti, si en retour, tant est-il qu'on doit vous reconnaître des droits. Et en politique, la majeure partie, sinon, j'allais dire, l'essentiel même de cette marche au sein d'un parti politique n'est rien d'autre que l'observation des règles édictées, aussi bien dans les statuts et règlements intérieurs du parti, mais à côté des différentes décisions qui sont prises à l'occasion des conseils, à l'occasion des réunions stratégiques pour déterminer la marche du parti à un moment donné. Et donc, si on parle d'élection et que vous n'êtes pas choisi, il vous appartient de vous aligner. Parce que figurez-vous que si un jour, il advenait que vous aussi, vous avez été choisi comme candidat et quelqu'un d'autre se décidait d'être aussi candidat, du coup, vous partagez les voix des militants et puis, bon, c'est le parti qui sort perdant. Et donc, c'est pour ça que j'estime, pour ma part, que c'est une décision salvatrice.
D'accord. Victor Junior Diokoye, est-ce que pour vous c'est un manque de démocratie interne ou une volonté prononcée de discipline dans le parti? Je voudrais rebondir sur ce que le confrère Oula a dit Rapidement. tout à l'heure. Oui, parce que ce que vit le RHDP est vécu ailleurs, hein, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal, qu'au Ghana et partout ailleurs. Mais ce qui me préoccupe, c'est que la définition de la démocratie, la définition simple, la définition terre à terre, comme on peut le dire, de la démocratie, C'est laquelle? c'est la liberté. Liberté de choix, liberté d'appartenir, liberté d'expression, liberté. La liberté. Avec ce qui se passe au RHDP, finalement, on a comme l'impression que le parti n'est plus un parti démocratique, mais c'est plutôt un parti qui contraint ses militants à entrer dans une position que ce parti souhaite. C'est-à-dire une façon, j'aurais pu dire, simple d'assujettir les militants. Vous savez, dans un parti politique, il faut qu'il y ait l'émulation. C'est cela le parti démocratique. Et quand il y a l'émulation dans un parti politique, évidemment, ça provoque que des gens, des personnes veuillent et, comment on appelle ça, des ambitions. Et les ambitions créent ce qui a été créé. Supprimer ça en les sanctionnant, je veux dire, on est en train de partir vers un parti avec une voix, enfin, je veux dire, un parti qui n'aura pas, dans lequel on ne parle pas. Il y a une seule personne qui dit et le reste exécute. Là, c'est la première chose. Mais en même temps, j'ai parlé tout à l'heure de démocratie et de liberté. Je veux dire que ces personnes-là qui sont dans ce parti-là et qui ont été sanctionnées, et les autres aussi, hein, qui vont voir les autres frères, les autres militants sanctionnés, de toute évidence, ils ne prendront plus d'initiative. Le manque d'initiative dans un parti politique tue le parti. Est-ce que ces initiatives-là doivent pas être encadrées par des règles? Mais ce n'est pas en sanctionnant. Il faut une liberté. Oui, mais ce n'est pas en sanctionnant. Ce n'est pas en sanctionnant qu'on cadre, qu'on met dans une moule des personnes. Ce n'est pas par la pression, ce n'est pas en jetant à la vindicte populaire des personnes, des militants, mais qui sont d'un certain niveau. Hein. Parce que moi, j'ai vu la liste de quelques personnes, mais qui sont quand même des militants assez respectables. Ce n'est pas en le faisant qu'on pourra les recadrer ou qu'on pourra permettre que ces personnes-là soient des... C'est bien compris. Lansine Bakayoko, est-ce que ces sanctions ne viendront pas fragiliser le parti? D'abord, deux choses. Il a parlé de démocratie qui serait égale à la liberté. Oui, je suis d'accord, mais quand on accepte de se mettre dans une association, forcément, il y a des règles qui régissent ces associations. Et sur tous les plans, tous les plans de la vie sociale, il y a toujours des règles qui gouvernent le monde. C'est-à-dire, même en Côte d'Ivoire, la Constitution, c'est une sorte d'encadrement de la vie sociale, de la vie publique. Quand on est dans une association, il y a des règles qui sont dans cette association qu'il va falloir respecter, auquel cas on s'en soustrait. Donc, pour moi, la démocratie peut être égale à la liberté, mais ce n'est pas du libertinage. Ce n'est pas du libertinage. Parce que vous avez un objectif commun qui obéit à un certain nombre de prises de position, à un certain nombre de conduites, et donc, qui doivent être obéis. C'est comme une armée, au nom de la démocratie. On ne fait pas ce qu'on veut dans une armée. Chacun ne vient pas dire ce qu'il veut dire au motif qu'il a un droit de liberté, un droit de parole. Tout ça, c'est encadré. Maintenant, est-ce que ça va venir fragiliser le parti? Mais je crois qu'on ne peut pas faire dominer sans casser des œufs. Parce qu'il faut procéder par anticipation. Si on ne sanctionne pas, je voudrais d'abord préciser qu'il n'y a pas de société d'ordre sans sanction. Ça, il faut le savoir. Il n'existe pas une entité où on doit avoir de l'ordre sans sanction. C'est vraiment des choses qui vont de pair. Maintenant, est-ce que ça va fragiliser le RHDP? En tout cas, dans la position actuelle, ça ne fragilise pas le RHDP parce que le RHDP est dans une position politique hégémonique au niveau de l'Assemblée nationale qui fait que même ceux qui ont été élus parmi ces indisciplinés, on n'a pas nécessairement besoin d'eux actuellement pour faire des réformes, même constitutionnelles. On n'a pas besoin d'eux, même des réformes politiques, même dans la vie quotidienne de l'Assemblée nationale, on n'a pas nécessairement besoin des indisciplinés, même qui ont été élus. Est-ce à dire qu'ils sont moins importants dans le parti? Non, ils ne sont pas moins importants dans le parti, mais il faut quand même
que la directive que s'est donnée le parti soit respectée. Parce que sinon, on tombe dans une société d'anarchie, dans un parti d'anarchie ici. Or, tant qu'il y a l'anarchie, impossible d'atteindre les objectifs. Parce que si demain, on veut aller aux élections présidentielles et que le parti désigne quelqu'un, un autre peut dire, comme Bayala l'a dit, moi je ne respecte pas, je fais ce que je veux parce que j'estime. Vous savez, dans le milieu politique, ce qui prime, c'est souvent le narcissisme. Le narcissisme, chacun pense que c'est lui qui est le plus beau, le plus gentil, et donc c'est lui qu'on doit positionner. C'est toujours comme ça. Et donc si on met quelqu'un demain, quelqu'un d'autre aussi pourrait venir bousculer les choses et dire que c'est lui qui doit se prévaloir. Donc pour moi, en tout cas, ça ne va pas fragiliser, et pour moi, il faut que l'ordre règne. D'accord. Eric Bayala, est-ce que finalement ces décisions ne vont pas nous faire assister à des dissidences ou à des départs au sein du parti? Oh, mais justement, il y a quelque chose que Lassina Bakayoko a relevé qui me paraît intéressant. Vous voyez, avant même d'arriver au cas du RHDP, tout récemment, avec le PPACI, la décision ne s'est pas fait attendre. Le président Laurent Gbagbo a sanctionné immédiatement toutes les personnes, sinon tous les cadres de son parti, qui ont décidé d'aller aux élections législatives, quand bien même que le mot d'ordre était clair de ne pas y aller. Au niveau du RHDP, vous conviendrez avec moi que dans la formation des différents groupes parlementaires, le RHDP a dit qu'il ne voulait pas des indépendants qui cherchaient à appartenir on appelle ça, au groupe parlementaire du RHDP. Donc, c'est une décision assumée. Aujourd'hui, la voix d'un militant, que vous soyez ministre, que vous soyez ingénieur, que vous soyez paysan ou bien sans emploi, mais en matière électorale, une voix est égale à une voix. Mais en même temps, pour pouvoir mettre toutes ces voix ensemble, il faut avoir une démarche qui détermine la manière dont il faut rassembler toutes ces voix-là pour porter au pouvoir le parti qui sollicite le suffrage de ses militants. Est-ce qu'il y aura des dissidences ou pas? Vu la force politique et l'ancrage du RHDP au niveau, qu'on appelle ça, national, il peut y avoir des départs, mais sachez que là où il y a des départs, il y a forcément des nouvelles, il y a des arrivées. Et le RHDP a percé, quand on a vu le mapping de son déploiement politique sur le territoire national, on se rend bien compte que c'est le seul parti qui, partout en Côte d'Ivoire, a pu avoir un élu dans toute la région. Et donc c'est pour dire qu'il peut y avoir des départs, mais en même temps, il y a également de nouveaux venus, il y a des arrivées, il y a des personnes qui continuent de frapper à la porte du RHDP. Et la vision qui est portée par son président est tellement séduisante que chaque jour que Dieu fait, je pense qu'il y a plus d'arrivées que de départs. Dissidence, est-ce que cette dissidence-là pourra fragiliser l'hégémonie politique à le RHDP au niveau national en ce moment? Je ne pense pas que ça puisse compter dans une balance. D'accord. Saint-Claver-Oula, est-ce que les candidatures indépendantes traduisent-elles forcément une crise de confiance dans le parti ou une volonté d'attirer l'attention des dirigeants pour d'autres horizons? Oui, les deux. Les deux, forcément. Une crise de confiance parce que vous avez vu, il y a eu des cas qu'il ne faut pas négliger. Hein. Moi, je voudrais brandir le cas de ce qui s'est passé à Mans, entre le lâchage du ministre Konaté Sidiki au profit d'un autre candidat que le RHDP a envoyé en tant que candidat officiel du parti. Par le passé, ce candidat-là, il était candidat indépendant. Et le ministre Konaté Sidiki était le candidat officiel du parti. Cette fois-ci, il est venu en tant que candidat officiel du parti, et le ministre Konaté Sidiki, malgré tout ce qu'il y a eu, les négociations, les discussions ici et là. Donc, cela démontre quelque part qu'il y a une crise de confiance qu'il y a eu. Pour ne pas que ce candidat officiel du parti soit reconduit comme candidat, alors que dans d'autres zones, ceux qui ont eu le même nombre de mandats que ce candidat officiel qui est passé candidat indépendant aujourd'hui, ils ont été automatiquement reconduits. Donc ça, c'est un fait. Deuxième fait, il y a, je l'ai dit tantôt, le problème de positionnement politique de chaque militant, parce qu'il y a des ambitions, comme l'a si bien signifié tout à l'heure mon confrère Djokoui ici sur le plateau. Et moi, je pense que pour pallier à tout cela, il a dit tout à l'heure, je l'ai relevé, il faut impliquer la base, il faut impliquer les militants, il faut tracer les signaux d'une démarche démocratique. Il faut permettre aux populations qui
font les leaders. Parce qu'il ne faut pas oublier cela. Ce n'est pas le leader qui fait les populations, mais c'est les populations. On est en matière politique, en matière de partis politiques, il faut permettre aux populations de s'exprimer. Donc, il ne faudrait pas que les instructions viennent de là-haut. Il faut aussi permettre que la population aussi permette de s'exprimer. Voilà. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que je voudrais véritablement souligner. Victor Junior Diokoyi, quel impact peut avoir ces remous au sein du RHDP ou ces décisions au sein du RHDP sur le parti ou les prochaines séances électorales? Je vais y revenir, mais je voudrais juste rappeler que Éric dit que le président Laurent Gbagbo ou le PPACI a sanctionné les dissidents ou bien les indisciplinés, ceux qui sont allés à l'élection législative. Ce n'est pas vrai. Le parti leur a retiré son soutien, mais ils n'ont pas été sanctionnés. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un politicien fin, donc il ne prend pas de décisions à la hâte de cette façon. C'est bien compris. Est-ce qu'il va avoir des remous? Oui, évidemment. Donc, quel impact aura ces décisions pour le parti? L'impact que ça va avoir, évidemment, je l'ai relevé tout à l'heure, ça va tuer l'émulation à l'intérieur du RHDP. On est en train de partir petit à petit vers une pensée unique, de sorte qu'une fois que quelque chose est dit, il n'y a personne pour contester. Vous savez, même au niveau des ambitions, il était arrivé à un certain moment, même pour désigner un Premier ministre au RHDP, c'était un calvaire. Tout le monde avait peur. Les noms sortaient et les personnes qu'on entrevoyait, eux-mêmes se désistaient parce qu'ils estimaient que bon, ce poste-là, eux, ils ne le voulaient pas. Donc, ça va tuer l'émulation, ça va tuer les ambitions et ça va créer la pensée unique. Mais ce qui est grave et sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est ce qui s'est passé à Divo. À Divo, il y a l'union des jeunes du RHDP qui a déjà, elle, sanctionné les dissidents du Logibwa. Sur quelle base? Personne ne sait. Vous comprenez? Donc, il y a ce désordre-là qu'on va retrouver à l'intérieur du RHDP. Bon, dans tous les cas, le RHDP est habitué au désordre, donc ce n'est pas ça qui est vraiment le problème de fond. Lansine Bakayoko, l'impact de ces décisions sur les prochaines séances électorales? D'abord, je pense que c'est trop tiré par les cheveux de laisser entendre qu'il y a une sorte de caporalisation au niveau du RHDP, en tout cas en ce qui concerne la désignation de ces candidats. Parce que vous avez vu, avant de désigner les candidats, il y a eu des réunions préalables en haut lieu. C'était des arbitrages qui ont été effectués. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est vrai, il faut faire de meilleurs castings. Mais en politique, tout n'est pas tout n'est pas objectif. Parce qu'il y a des choses qui doivent se faire. Par exemple, je pense sur le contrôle, on en a parlé une fois. Vous voyez, quand Didier Bagnon est élu président du conseil régional, mais Colette Pelot aurait dû être la vice-présidente du conseil régional. Mais pour des raisons de géopolitique interne, on a dit, mais moi je suis de telle région de Gagnois, toi tu es de telle autre région. Si on concentre tout le monde dans la même région, ça peut poser un problème. Donc il y a Gagnois, dans la région du Gor, il y a d'autres villes comme Oumé, comme Guépaou, comme Djibérois. Donc il va falloir faire représenter chacun. Vous voyez, donc il y a des arbitrages comme ça qui sont faits, qui peuvent ne pas être objectifs, mais qui relèvent de la politique interne pour des raisons de géopolitique interne. Et ça, il faut que les militants, ceux qui sont dans les partis le comprennent. Il faut qu'ils le comprennent pour dire que ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes le plus populaire qu'on vous désigne. Ça peut être pour des raisons politiques, pour telle ou telle autre raison qu'on peut prendre. Il y a des régions qui sont composées de beaucoup de diversité ethnique. Il y a des régions comme ça. Kounaïri, dans le Béré, par exemple, Kounaïri, vous ne pouvez pas faire un conseil régional de Kounaïri où tout le monde est, par exemple, de Mankono. Il va falloir prendre Kongasso, il va falloir prendre Kounaïri, qui sont d'autres ethnies. Donc, il y a toutes ces considérations. Donc, certaines décisions ne peuvent pas forcément relever de la volonté du peuple. De la volonté, mais des considérations politiques concrètes. Concrètes qu'il va falloir faire parce qu'en réalité, nous sommes dans un parti. Quand je dis nous, ce n'est pas à titre personnel, je dis les gens sont dans un parti et donc il est urgent, il est nécessaire de rendre le parti représentatif de tout le monde, parce qu'en fin de compte, l'objectif du parti, c'est de glaner le maximum de personnes, de rassembler
afin de conquérir le pouvoir d'État. C'est bien compris. Restons dans l'arène politique ivoirienne, mais cette fois-ci du côté de l'opposition avec le PPACI. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a officiellement lancé ce mercredi 25 mars la 4e édition de la fête de la Renaissance, placée sous le thème cohésion et remobilisation de la conquête de la liberté et de la souveraineté. Cette édition se veut à la fois commémorative, politique et mobilisatrice, mais au-delà de l'aspect festif, plusieurs observateurs s'interrogent sur les véritables objectifs de cette démonstration de force. Éventuellement, l'on suit cet éclairage de Davis Oyo, juste après lequel on se retrouve sur ce plateau pour commenter l'actualité. Institué depuis mars 2021 pour commémorer l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale CPI, la fête de la Renaissance est désormais un rendez-vous incontournable pour militants et sympathisants du PPACI. Cette célébration sert également de prétexte au parti de Laurent Gbagbo pour renforcer les engagements du PPACI et pour remobiliser militants et sympathisants en vue des échéances électorales. L'édition 4 est prévue en mai prochain avec pour thème cohésion et remobilisation pour la conquête des libertés et de la souveraineté. L'idée, renforcer l'unité interne du parti tout en élargissant la mobilisation à l'ensemble des citoyens attachés aux valeurs de justice et de démocratie. Les cadres de ce parti d'opposition entendent saisir l'occasion pour formuler des plaidoyers en faveur de l'état de droit et de la libération des prisonniers d'opinion. De grandes articulations meubleront la rencontre politique. Une journée de réflexion avec experts et universitaires pour débattre des sujets liés à la cohésion politique, à la démocratie et à la souveraineté dans une perspective panafricaine. Et la tenue du premier congrès ordinaire du PPACI. Messieurs, on parlait de cet événement, la fête de la Renaissance. On est à la 4e édition. Cette fête-là marque l'acquittement de Laurent Gbagbo à la CPI durant son procès qui a duré quelques années. Mais au-delà de ça, est-ce que pour vous, c'est un moment de fête pour festoyer ou de grandes décisions? Quel est votre avis sur cet événement, Eric Bayala? Écoutez, pour moi, je pense que la fête de la Renaissance, comme on le dit au niveau du PPACI, mais je pense que le PPACI doit choisir entre priorité et réalité politique. Priorité, réalité politique, parce que la Renaissance ne doit pas être forcément événementielle. La Renaissance doit se constater. Aujourd'hui, quand on regarde la démarche du PPACI, tout porte à croire qu'ils ont cette attitude d'un hurluberlu. C'est-à-dire que avec toutes les crises internes que le PPACI traverse, pour nous, ce serait l'occasion pour le PPACI d'abord de se pencher sur sa structuration organisationnelle interne. D'abord pour essayer de voir, parce que quand vous lancez des mots d'ordre et à la fin de la journée, une bonne partie de vos militants se retrouvent emprisonnés et que jusqu'à présent, on n'a pas de visibilité pour ces militants. Une initiative même a été lancée qu'on appelait Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Aucun bilan n'est fait. Et aujourd'hui, on se retrouve pour lancer une activité qui a un caractère festif. Je pense que pour la priorité du PPACI en ce moment, c'était d'abord de faire des tournées à l'intérieur du pays, des tournées non seulement d'écoute, d'échange, en vue de regagner la confiance des militants. Parce que quand vous appelez à une mobilisation, ce sont des militants qui sont convaincus de la nécessité de se retrouver, qui se mobilisent pour y aller. Mais là, avec tout ce que le PPACI a connu ces derniers moments, je pense qu'une fête de la Renaissance, ce n'est pas vraiment objectif. Parce que pour nous, la vision qui mérite d'être exploitée au mieux par le PPACI, c'est d'aller d'abord à l'écoute de ces militants, c'est d'abord de proposer à ces militants une nouvelle dynamique à travers une organisation interne qui puisse permettre une bonne remobilisation avant d'engager quoi que ce soit. Parce que j'ai bien peur que ça soit une activité superficielle qui risque de mobiliser plus de badauds que de militants. D'accord. Alors, Saint-Claver-Oula, est-ce que c'est un simple rituel politique, cette fête de la Renaissance, ou c'est un moment pour prendre des décisions stratégiques? Effectivement, c'est le dernier point, ce que tu viens de dire. C'est un moment de retrouvailles pour d'abord remobiliser ces militants, leur parler, parce que vous n'ignorez pas que le PPACI sort d'un moment difficile et encore ces militants, dans les faits, si je dois m'exprimer ainsi, beaucoup sont encore emprisonnés, sont en prison.
Tout à l'heure, Eric Bayala a dit que rien n'est fait. Bon, peut-être qu'on n'a pas la même observation de ce qui se passe. Il y a la structure qui a été mise sur pied est vraiment à pied d'œuvre pour la libération des militants. Mais que voulez-vous? L'ILPO, c'est ça, l'ILPO ne peut pas débarquer au PPA et puis libérer les prisonniers. Si cette structure avait la possibilité de le faire, elle l'aurait fait depuis les premiers jours de sa création. Et les militants se retrouveraient dehors. ILPO négocie, rencontre des personnalités au pouvoir qu'il faut rencontrer, a pris des avocats qui travaillent dans l'ombre et progressivement, quand il y a des militants qui doivent être élargis, ces militants sont élargis. Donc, ce travail-là est fait. Et puis, également, si vous avez bien suivi le président du conseil du comité d'organisation, le ministre Emmanuel Léon, Monnet plutôt, l'analyse que vous faites de sa sortie, c'est que cette fête de la Renaissance-là sera l'occasion pour le parti de mener des réflexions, de remobiliser des militants, de mettre sur pied un certain nombre d'éléments pour renforcer la cohésion du parti et de se projeter dans l'avenir. Donc c'est ce travail-là qui va être fait dans les prochains jours. Ce n'est pas... Écoutez, avec la situation que traverse le PPACI, ce parti n'ira pas à cette fête de la Renaissance pour festoyer uniquement et puis retourner à la maison. On dit fête. C'est bien compris. Alors, Lansine Bakayoko, quel discours sera servi ce jour-là pendant la fête de la Renaissance, selon vous? Je ne sais pas quel discours, parce que tous les discours ont été tenus et ils n'ont pas produit de résultats. Donc, je ne sais pas, parce qu'il y a la magie qui existe. Peut-être que Laurent Gbagbo va... c'est un politicien aguerri, peut-être qu'il va en fabriquer un autre pour pouvoir remobiliser. Sinon, toutes les tentatives de remobilisation se sont soldées par des échecs cuisants. Pour vous, le PPACI n'a aucun autre challenge? Le PPACI aujourd'hui ne se porte pas bien. Son pronostic vital est engagé. Ça pourrait être justement le moment de faire le diagnostic. Tout le monde sait que son pronostic vital est engagé. Il y en a même qui disent qu'il est cliniquement mort. Donc, pour moi, et je suis d'accord contrairement à Bayala qui dit que la Renaissance... Oui, moi je pense que le mot a été bien choisi. Parce que ça, le PPAC est dans le coma. Donc s'ils veulent le renaître, ils veulent le renaître de l'essence. Mais est-ce que ça va atteindre les objectifs? Ça, j'en doute. J'en doute parce que je ne vois pas comment les militants qui ont tous abandonné le navire, qui sont allés ailleurs ou qui ont renoncé parce que le PPAC n'a pas eu le leadership suffisant pour garantir le rassemblement, pour garantir la mobilisation de ses troupes. Aujourd'hui, beaucoup de militants l'ont abandonné. Donc le PPAC aujourd'hui est un parti complètement isolé. Donc la fête de la Renaissance, donc, la fête de la Renaissance va être une tentative de mobilisation, mais je pense que ça sera peut-être aussi... Je crains aussi que ça devienne aussi l'enterrement du PPACI. Parce que si cette fois, il n'y a pas eu de mobilisation, parce que nous, on leur a dit depuis toujours que le parti n'est pas attractif. Ils ont contesté, ils ont dit qu'ils sont attractifs. Maintenant, quand ils vont organiser une fête de Renaissance et qu'eux-mêmes verront leur propre poids sur le terrain, qui est en fait un poids très faible, un poids plume, ils se rendront compte par eux-mêmes que le parti, en fait, n'existe pas. Et je crains qu'il n'existera pas davantage. Parce qu'aujourd'hui, le parti, c'est un club de soutien au président Laurent Gbagbo. Bon. Et ça, c'est des choses à réformer, parce que moi, je veux que le PPACI continue d'exister. Alors, merci de Victor Junior, s'il vous plaît. On a assez attendu, je pense que... D'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la cartographie politique de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que le PPACI est en perte de vitesse. Est-ce que ce ne sera pas le moyen de définir de nouvelles alliances pour renforcer le parti? Partons du principe... Ou l'opposition. D'accord. Partons du principe que la fête de la Renaissance et le 4e congrès sont combinés. On est d'accord? Parce que la fête de la Renaissance, c'est une fête. Comme Eric l'a dit, c'est une fête pour s'amuser, pour rire, pour danser, mais pour montrer la vitalité du PPACI. Mais finalement, ce qui fait s'interroger cet événement, est-ce que ce n'est pas le fait de faire concomitamment congrès et fête? Oui, on combine les deux. Congrès, c'est sérieux. On combine le congrès et la fête pour ne pas qu'un militant ait, comment on peut dire ça, ait une excuse. Je voulais aller plus tôt au congrès, quelqu'un d'autre dira, je voudrais plutôt aller à la fête des Renaissances.
On veut trouver un espace, une occasion pour rassembler tous ceux qui veulent fêter et en même temps réfléchir pour l'avenir du parti. Donc stratégie pour grande mobilisation. Une stratégie pour une grande mobilisation. Parce que, partons il n'y a pas très longtemps, le PPACI a traversé des moments difficiles. À son habitude, le RHDP a voulu décapiter le parti, mais le parti a résisté. Évidemment, le parti a 1000 de ses militants en prison, un peu plus que ça d'ailleurs. Et avec ce qui s'est passé avec la peur qui a été inculquée aux Ivoiriens, il faut trouver une occasion pour dire à ces Ivoiriens, à ces militants du PPACI, de sortir de la torpeur et de venir rejoindre le dynamisme de leur parti. C'est ce qui va se passer au cours de cette rencontre-là. Donc, c'est une rencontre de mobilisation. Au cours de cette rencontre de mobilisation, il va y avoir des discours. C'est vrai que la CINE dit qu'il ne va pas avoir de bons discours, mais il y aura de vrais discours. Il n'y aura pas de nouveaux discours. Oui, mais bon, ça, on connaît le classique de la CINE, donc ça n'est pas nouveau. Ce sont les mots qu'on a entendus. Oui, bon, ça on sait. On va s'y tenir. On connaît ce classique. Donc, il va y avoir des discours pour demander aux militants de reprendre la flamme là où ils l'avaient laissée. Ensuite, il va y avoir des réflexions pour envisager, pour faire des projections sur l'avenir. Mais ne l'oubliez pas, il y a les élections municipales qui arrivent. Il faut évidemment que le PPACI, si le RHDP le veut bien, il faut bien que le PPACI soit présent. Première chose. Et puis ensuite... Vous terminez là-dessus. Et puis ensuite, il y a l'avenir à tracer. Il y a les militants qui sont en prison. Comment faut-il faire pour que tous ceux-là, on puisse les libérer. Donc, ce sera une occasion de grosses réflexions et en même temps dans un cadre purement festif. D'accord. Voilà une question que j'ai à vous poser à tous. Le président Laurent Gbagbo, jusque-là, annonçait sa retraite politique sur les antennes d'une chaîne d'ailleurs, mais jusqu'à aujourd'hui, on remarque que le président Laurent Gbagbo est toujours actif. Est-ce que ce sera l'opportunité pour lui d'annoncer définitivement son retrait? Mais c'est pour justement, cher ami Lassine, c'est pour cette raison que les militants du PPACI vont à ce congrès. Arrivé à ce congrès, c'est là-bas que toutes les décisions vont se prendre. Si les militants disent que le président Laurent Gbagbo n'a qu'à rester, il restera. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute de son peuple. C'est bien compris. Donc, si le peuple dit de rester, il restera. Voilà. Alors, Eric Bayala, oui, est-ce que Laurent Gbagbo va finalement prendre sa retraite? Non, mais écoutez, je pense que ça, c'est une utopie de le croire. Bien au contraire, ils ont déjà... la machine du PPACI a déjà tâté le terrain en disant qu'à l'occasion d'un comité, le comité se serait réuni pour demander au président Laurent Gbagbo de rester encore à la tête du PPACI. Et je pense qu'en allant à ce congrès, c'est pour juste aller marquer du sceau de l'engagement statutaire de ce que le président Laurent Gbagbo reste toujours président du PPACI. Rapidement, en 2 secondes, ce que je peux dire rapidement en 2 secondes, je veux dire que quand j'ai entendu le frère Djokoyi se prononcer sur les tenants et aboutissants de ce rassemblement, notamment la fête de la Renaissance, vous voyez le caractère festif, pendant que le parti est déchiré, vient de traverser une période douloureuse où des militants ont encore leurs enfants en prison, où des militants sont eux-mêmes encore en prison, et on me dit qu'il y a eu des initiatives qui ont été portées. La politique, elle se fait par anticipation. Quand vous êtes un leader, vous devrez être capable d'anticiper. Si vous n'êtes pas capable d'anticiper, vous restez au même diapason que tout le monde. Et c'est ce qui fait la particularité des leaders. On a bien dit à l'époque aux militants du PPACI que si vous empruntez ce chemin, voici les conséquences. Mais que nenni, ils se sont entêtés, ils ont emprunté ce chemin, ils ont lancé des mots d'ordre. Tu es en train de nous dire qu'on n'est pas dans une démocratie. Ils ont lancé des mots d'ordre depuis l'appel de Benoît. Ils ont lancé le Kokoko, ils ont lancé Ilpo, ils ont lancé Trop c'est trop. Au final, aujourd'hui, aucun bilan. Ils réinventent encore dans leur laboratoire. On parle de fête de la Renaissance. Donc, c'est vraiment des actes incongrus qui conduisent inéluctablement à la défaillance et à la délicatesse. C'est bien compris. Saint-Claver Oula, est-ce que vous pensez que le président Laurent Gbagbo
va finalement annoncer qu'il se retire de la direction du parti, du PPACI et même de la politique en Côte d'Ivoire. Cet événement. Le temps a été déjà donné. Lui-même, il a dit qu'après les législatives, il se retirait, mais après... c'est peut-être l'occasion de l'annoncer. Ses collaborateurs des cadres du parti se sont prononcés. Il y a certains même qui l'ont fait ouvertement et que le président de la République, en fait, je vais dire, le président Laurent Gbagbo ne se retirerait pas et qu'il va continuer avec eux. Mais ici, il faut faire une nuance. Les militants ne disent pas que le président Laurent Gbagbo sera candidat. Pour le moment, ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Oui, on ne parle pas de candidature, on parle de retrait. Oui, on demande au président Laurent Gbagbo de rester encore auprès des militants, de leur apporter sa faveur, de leur apporter son aura, de continuer d'avancer avec eux tant qu'il a encore toutes ses capacités. Mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas partir. Donc, ils ne veulent pas qu'il parte pour le moment. Pour le moment, ils l'ont déjà dit. Et je pense que ça sera le même discours à cette fête de la liberté. Le parti a des problèmes. Les militants sont en prison. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas partir. C'est pas possible. Vous avez déjà répondu à cette question. Lansine Bakayoko, c'est à vous. Laurent Gbagbo ne partira pas pour au moins 2 raisons. Lesquelles? La première, c'est que Laurent Gbagbo lui-même a dit qu'il n'a pas de vie en dehors de la politique. Ça, il a dit clairement que lui, il a toujours vécu dans la politique et que s'il n'y a pas de politique, il n'a pas de vie. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui ne se rappellent même plus si Laurent Gbagbo a été leur enseignant ou pas. C'est-à-dire qu'il a toujours vécu de politique. La politique, pour lui, c'est une profession, c'est un métier. Donc, il ne partira pas. Maintenant, de 2, le PPACI ne peut pas exister par lui-même. Le PPACI, c'est Laurent Gbagbo. Je veux dire que c'est un club de soutien. Si le président du club de soutien n'est pas là, l'association n'a plus d'objet. C'est tout. N'a plus d'objet. Donc, je pense que si Laurent Gbagbo s'en va, le PPACI, l'existence de PPACI est complètement remise en cause. Donc, pour moi, Laurent Gbagbo ne partira pas. Maintenant, je voudrais terminer, tu permets. Tu dis, il y a un climat de peur qui a été installé par le régime. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que les gens étaient habitués à l'anarchie, au désordre, et que le régime est aujourd'hui venu éduquer la population, les remettre en ordre, la discipline. Et c'est ça que les gens trouvent un peu brutal, surréaliste. Mais en réalité, c'est dans l'ordre normal des choses. Il faut que la Côte d'Ivoire... Dans notre devise, il a écrit Union, discipline, travail. Et cette discipline était partie. C'est cette discipline que le président Alassane Ouattara est en train de réinstaurer et certains n'arrivent pas à s'accommoder de ce changement qui est pourtant dans notre île. Merci. Le désordre là, ça doit partir. Merci, monsieur. Et donc, le président... Est-ce qu'il y a une période spécifique? Nous quittons à présent. En 2011, où il y avait la rébellion, il y avait... Oui, mais justement, il y avait la rébellion du fait de celui qui avait la destinée de l'État. Parce que comme tu n'as pas la possibilité d'assurer la sécurité de l'État, il faut pas apprendre de là où c'est venu. C'est eux qui sèment le désordre. C'est ce qui est clair. Mais ils sont habitués à ça, c'est eux qui sèment le désordre. Justement, Tu avais des interventions pirates. Justement, sur ce plateau, on demande la discipline. On observe la discipline la plupart du temps. Oui. Donc, on ne va pas verser dans l'indiscipline. Promouvoir la discipline au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est bien compris. Donc, cette discipline-là commence sur ce plateau. Quittons à présent la scène politique nationale pour un sujet d'envergure mondiale, mais qui concerne profondément le continent africain. L'Assemblée générale des Nations unies a voté une résolution reconnaissant l'esclavage des Africains durant la traite transatlantique comme le crime le plus grave contre l'humanité. Une décision qui, espère les défenseurs des droits humains, ouvrira la voie à la guérison et à la justice. Une avancée symbolique forte portée notamment par des pays africains et des organisations internationales. Quelle retombée concrète? Réponse en partie avec Davis Oyo. 123 voix contre 3 et 52 abstentions. Cela suffit largement à l'ONU pour adopter le test porté par le Ghana, soutenu par plusieurs pays africains, sauf le Bénin et la Mauritanie. L'Argentine, les États-Unis d'Amérique et Israël ont voté contre. Le mercredi 25 mars 2026, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies adopte ainsi une résolution qualifiant la traite des Africains et l'esclavage de plus graves crimes contre l'humanité. Dans son contenu, l'ONU affirme que la traite transatlantique et l'esclavage des Africains constituent l'injustice la plus inhumaine et la plus persistante de l'histoire humaine. Pour l'ONU, la validation de ce test est un devoir de vérité pour poursuivre le chemin vers la guérison et la justice réparatrice.
L'adoption de cette résolution sert également de garde-fou contre l'oubli, explique le président du Ghana, John Dramani Mahama. Le chef de l'État ghanéen indique également que ce test est une victoire de l'Afrique sur l'histoire de l'humanité et aussi pour la mémoire collective. Retour sur le plateau du Club de la Presse. On vient de le voir, messieurs. C'est un combat de toute l'Afrique importé par le président du Ghana, John Dramani Mahama, qui l'a exposé clairement devant la tribune des Nations Unies. Un vote a été fait en faveur de la reconnaissance de l'esclavage comme le plus grand crime contre l'humanité. Peut-on parler d'une victoire historique aujourd'hui pour l'Afrique, Saint-Claver-Oula? Oui, c'est véritablement une victoire symbolique et historique même pour l'Afrique. Symbolique en ce sens que c'est la reconnaissance. Cela valide la reconnaissance de la mémoire de l'Afrique. Cette reconnaissance-là n'est pas tardive? Oh, peu importe. Après combien de centaines d'années? Peu importe. Après tout ce qui s'est fait, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui même, on parle encore de ce qui s'est passé, l'Holocauste et autres, tout ça. Mais c'est déjà bon que cette victoire arrive et qu'elle soit symbolique et historique. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, mieux vaut tard que jamais, et je te prends au mot. Vous savez, cela marque la reconnaissance de la souffrance du peuple africain. Et cette victoire historique-là va ouvrir d'autres probabilités, c'est-à-dire la reconnaissance de tous les crimes qui ont été commis, la reconnaissance de l'esclavage qui a été exercé sur les Africains. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, ça va ouvrir des portes à, par exemple, je vais parler aussi et des réparations. Aussi, ça a une dimension éducative. Ça va permettre aussi de réécrire l'histoire de l'Afrique et d'enseigner les générations futures sur ce que leurs ancêtres ont vécu, de restaurer la vérité sur tout ce qui s'est passé dans notre histoire. Vous parlez d'enseignement dans les livres. Est-ce que finalement, les puissances qui ont participé, ou du moins qui ont esclavagisé l'Afrique, enseigneront cette histoire-là dans leur classe? Oui, mais c'est ce combat-là qu'il faut poursuivre, effectivement. Il faut poursuivre ce combat pour que, comme tu l'as dit tantôt, d'abord, il y ait une réparation, c'est-à-dire sur le plan diplomatique, sur le plan politique, il faut que cela ouvre déjà des portes à des réparations de tout ce qui a été fait sur les Africains. Et puis, l'élément, sur le plan éducatif, cet élément-là soit un élément essentiel pour enseigner les générations futures, comme je l'ai dit tantôt, et pour que notre histoire véritable, ce que les Africains ont vécu, soit rétabli. D'accord. Alors, Eric Bayala, est-ce que ce vote, cette décision, va influencer les relations entre les pays africains et les anciennes puissances esclavagistes? Pas forcément, parce que d'abord même, cette reconnaissance, elle est d'abord morale et politique. Elle consacre les souffrances vécues par les populations, mais cette reconnaissance n'est pas contraignante, parce que quand vous regardez, ce n'est pas adossé à ce que je pourrais appeler à un dédommagement financier. Mais par contre, cela peut peut-être aider à lutter efficacement contre le racisme, contre les discriminations, qui sont des causes que les Africains continuent de vivre ça et là à travers le monde. Mais à côté de cela, il faut plutôt maintenir l'engagement des États et des institutions pour poursuivre, pour que des portes s'ouvrent, pour que ce combat-là aille plus loin. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit un concept qui ressemblerait à juste brasser du vent, dire qu'on reconnaît que la traite transatlantique a été vraiment, pour beaucoup, est reconnue comme crime contre l'humanité, qu'on s'arrête à cela. Bien au contraire, il faut aller plus loin parce qu'en portant cette reconnaissance à la face du monde, à la tribune des Nations Unies, cela redonne, j'allais dire, un poids à toutes ces luttes qui ont été menées par non seulement nos États, mais il faut que ces États-là continuent de porter, j'allais dire, ce combat, de sorte à ce que, parce que hier, on parle de la traite, qu'on appelle ça négrière, on parle de l'esclavagisme, de l'esclavage, qu'on vient de reconnaître, mais à côté de cela, il y a encore le racisme.
il y a encore le racisme, il y a encore des discriminations, il y a encore des notions de colonisation, merci, dans certaines contrées du monde qu'on continue d'observer. Même en Afrique. Hein. Voilà, donc il faut continuer de mener le combat pour que, c'est vrai que cette reconnaissance arrive un peu plus tard, mais vaut mieux tard que jamais. Mais je pense que ça doit marquer un départ, c'est le starting block de toutes les luttes qui doit pouvoir amener vraiment à l'émancipation réelle de l'Afrique pour que l'Afrique puisse véritablement s'affirmer. Et malheureusement, on a été esclavagisé, mais il faut faire le point et puis passer véritablement à autre chose. Il ne faut pas rester toujours dans le passé, il faut évoluer. C'est bien cela. Victor Junior Djokoyi. C'est une victoire pour l'Afrique, mais c'est une victoire surtout pour les associations de lutte pour les droits de l'homme qui sont essentiellement basées aux États-Unis et à partir de leur action... Les États-Unis qui ont voté non hein, contre oui, je sais, résolution. Mais je ne parle même pas de l'État. Moi, je parle plutôt des associations, des organisations qui sont aux États-Unis. Et le travail de ces associations ont mis la pression à l'ONU, parce que leur action était orientée vers l'ONU. Ça a permis à certains acteurs majeurs de la société américaine, comme Samuel Jackson, comme Morgan Good, etc., qui sont revenus en Afrique et qui ont accepté de choisir des pays, et ils sont désormais donc citoyens de ces pays-là. L'avantage que cela a, parce que, bon, évidemment, je suis économiste, c'est que comme c'est des personnes qui sont financièrement assez à l'aise, qui pourront donc apporter leur savoir, leur connaissance, mais leurs moyens à la disposition de l'Afrique, et nous en avons besoin. Et donc je pense que c'est une bonne chose et c'est une véritable victoire. Alors, Lansine Bakayoko, est-ce que cette décision sonnera l'unité de l'Afrique, l'unité véritable des Africains? Moi, je ne partage pas du tout l'enthousiasme de mes prédécesseurs. Pourquoi? Parce que je pense que ça reste quand même anecdotique. On parle de victoire en dehors de l'avantage mémoriel qui va peut-être rétablir que cette a existé, mais il ne faut pas oublier qu'au cours du vote de cette Assemblée, il y a une ligne de fracture qui était évidente. Les États-Unis, l'Argentine et Israël ont voté contre. Il y a 52 pays qui se sont abstenus. Ça démontre clairement qu'il y a une ligne de fracture. Et puis, il faut dire que, c'est vrai, les Africains ont eu le soutien de la Chine et de la Russie, mais ceux-là n'ont pas un passé colonial, ils n'ont pas un passé de traite négrière, donc eux, ils n'ont aucun avantage. Parce que, le plus souvent, en dehors de la question mémorielle, la plupart des Africains pensent qu'il va y avoir des réparations et des dédommagements. Je vous rappelle que la loi Taubira qui a été promulguée depuis 2001, mais 2001, jusque-là, n'a pas d'effet. Et l'Angleterre et la Grande-Bretagne a déjà précisé de façon sommaire que ce qui s'est passé pendant la traite négrière ne peut pas être dédommagé maintenant. Ça dit, ça appartient au la passé. Grande-Bretagne freine des quatre fers quand on parle de dédommagement et de réparation. Et les États-Unis, qui ont été les premiers bénéficiaires de cette traite négrière, eux, n'ont pas participé. Donc, finalement, en dehors de la question mémorielle, je ne vois pas quel autre avantage on pourrait tirer de cette reconnaissance, qui n'est même pas une résolution du Conseil de sécurité. Donc, pour moi, il faut que les Africains apprennent à ne pas s'enfermer dans cette histoire de traite négrière et s'être ankylosés. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que c'est devenu un facteur dormant pour les Africains qui, chaque fois, ressassent la question de la traite négrière. C'est pour ça que j'ai dit qu'en dehors de la question mémorielle, il ne faut pas attendre autre chose, autre mesure. Parce que pour moi, les Africains ont d'autres priorités. C'est-à-dire, c'est des questions de gouvernance en interne, et arrêter de ressasser des réminiscences de la traite négrière qui date d'au moins 400 ans. Il y a d'autres pays qui ont été dans la même situation, notamment en Asie, mais qui aujourd'hui ont réussi à dépasser ce phénomène et pour se remettre en orbite. Or, l'Afrique aujourd'hui est en train d'évoquer cette question pour justifier aujourd'hui son sous-développement et son incapacité à s'ajuster par rapport aux autres États du monde. Donc, pour moi, cette reconnaissance est une bonne chose, sans doute, mais pour moi, elle n'aura pas d'effet. Et je crois que le destin, parce que les premiers acteurs et les bénéficiaires ne veulent pas prendre les actes subséquents à cette reconnaissance, pour moi, finalement, ça devient un coup de pied dans l'eau et les Africains doivent reprendre leur destin en main, aller se former, gouverner mieux pour atteindre les autres objectifs. Développer le continent. Merci. Que le Bénin s'est abstenu.
D'accord. Merci infiniment, messieurs. Merci à vous pour la richesse de vos analyses et la pertinence de vos idées, de vos interventions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, pour votre fidélité également. Restez connectés à RTI 1, la chaîne qui vous informe et qui vous rassemble. Très belle soirée sur RTI 1. Merci.